Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de notre magazine de la rédaction consacrée à la colonne de la Libération Sud. 50 véhicules viennent tout juste d'arriver dans la commune de Manet à Grandmesnil avec une petite cérémonie toujours pour honorer les soldats américains morts au combat. Dans la région, on peut le préciser, ce sont principalement des petites unités qui ont permis de retarder l'avancée de la 2e division SS Panzer notamment. Petit rappel des faits juste avant la libération de Manet et ses villages. Dans le nord de l'Ardenne, Allemands et Américains vont s'affronter dans une bataille des carrefours. Dès le 21 décembre, l'armée du Reich attaque au coup par coup un bataillon de la 106e division d'infanterie américaine qui protège la baraque de Fréture. Ces rescapés de Saint-Vite, emmenés par le major Parker et armés au départ de 3 canons, opposent une résistance farouche de leur propre initiative. Dans l'ouvrage La bataille des carrefours, John Schaffner, soldat US, se souvient. Il semble que les Allemands se soient rapprochés chaque fois que notre périmètre devenait plus petit et qu'ils étaient prêts à en finir. Le brouillard, qui faisait son apparition puis disparaissait, réduisait notre champ de vue. J'avais encore un seul chargeur de cartouches de carabine et je ne pouvais pas en trouver d'autres. La nouvelle avait circulé autour de nous que quand les munitions seraient épuisées et que les Allemands arriveraient, ce serait chacun pour soi si vous parveniez à vous échapper, sinon il serait prudent de se rendre. C'est grâce, je veux dire, à de nombreuses petites unités, pas seulement à la baraque Fréture ou à Manet, mais aussi bien à Stavelot, à Nemoulin, à Stoumont, où ce sont des unités qui n'avaient pas vraiment reçu l'ordre de défendre quelque chose, qui ont décidé, eux, soit de faire sauter les ponts et de bloquer les Allemands. Le 23 décembre, le carrefour tombe. Néanmoins, l'acte héroïque du major Parker et ses hommes, immortalisés par ce monument, empêche l'envahisseur de foncer directement vers Liège et la Meuse. Retardée, la 2e division SS Panzer notamment décide de contourner par Odaigne et Malempré pour s'emparer du carrefour de Manet. Les civils qui redoutent le pire sont évacués. Alors qu'une partie des troupes américaines se replie, les Allemands n'accordent aucune trêve à la veille de Noël. C'est un peu la pagaille dans Manet. Il y a un char allemand qui s'est faufilé dans une colonne américaine et on signale aux Américains qui sont à Manet, attention, il y a une colonne américaine qui va redescendre avec 6 chars et en réalité ils en comptent 7. Et ils se rendent compte que le dernier, il a une croix blanche et noire. Donc c'est le fameux Ernst Bachmann qui traverse Manet, qui tourne sa tourelle et qui commence à canarder tout ce qu'il a sur sa ligne de mire, quoi. Dans l'ouvrage La bataille des carrefours, Ernst Bachmann se rappelle cette percée imprévue dans la défense américaine en pleine nuit. Après un long moment, nous avons pénétré dans des bois. 50 mètres devant moi, un char fit son apparition. Je donnai l'ordre d'arrêter et de couper le moteur afin de pouvoir parler. Mais en un éclair, mon vis-à-vis disparut à l'intérieur de la tourelle. Je remarquai cependant une lumière de couleur rouge sur le tableau de bord, alors que dans le Panther, la lumière est verte. Je sus alors que le char à côté de nous était un Sherman américain. Je criai dans l'interphone du char. « Tirez, le char à côté est un ennemi. Tirez sur lui. » Sous un déluge de feu, Manet passe sous pavillon allemand, tout comme le village de Grandmesnil. L'attaque perd néanmoins en intensité. Plusieurs blindés sont immobilisés par les mines, disposées en toute hâte par les unités du génie américaine. La colonne allemande poursuit vaille que vaille son avance en direction d'Érezé, mais ne parvient pas à franchir le lieu-dit le Trou du Loup. Les jeunes fantassins de la 75e division d'infanterie sonnent le glas de cette odyssée sanglante. Ils se sont dissimulés dans les bois, et dès que la colonne arrive, il y a un soldat américain qui s'appelle Richard Vigan, un caporal, qui prend son bazooka et qui tire sur le véhicule de tête. Il détruit, je pense, les chenilles. Le char est immobilisé et toute la colonne est immobilisée. C'est cette fameuse colonne de la 2e SS Panzer Division qui est complètement bloquée ici à Grandmesnil. Ils se replient sur le village parce que c'est la nuit. Toute tentative est désespérée maintenant. Les 26 et 27 décembre, malgré les bombardements, Manet et Grandmesnil sont repris sur ordre de l'état-major américain. L'arrivée des renforts permet aux hommes de se réorganiser en vue de repousser l'ennemi définitivement au-delà de ses frontières. Et alors ce n'est que le 3 janvier 1945 que la contre-offensive est déclenchée, avec de nouveau la grande route Manet-Brac-Fréture qui fait la limite entre plusieurs divisions. Et alors l'objectif est de foncer sur Fallis et de faire la jonction avec les troupes qui viennent du sud. Aujourd'hui, au carrefour de Grandmesnil demeure ce témoin d'acier, un char Panther abandonné sur le champ de bataille, symbole de l'échec allemand.
75 ans plus tard, la guerre est loin de maner, mais les drapeaux américains flottent toujours en mémoire des soldats. Et vous le savez, à l'occasion de cette colonne de la Libération Sud, nous sommes partis à la rencontre de témoins. Dans le précédent reportage, vous avez entendu parler d'Odaigne, petit village meurtri par la 2e division SS Panzer, qui a commis plusieurs exactions dans le village. Voyez d'ailleurs cette rétrospective avec des témoins. Il se trouve à juste titre dans la rue du Souvenir. À Odaigne, ce monument reprend les noms de 32 civils et militaires. La plupart abattus de sang-froid par les Allemands lors de la bataille des Ardennes. Sous l'occupation, la population locale terrée dans les caves est meurtrie par les combats et les exactions de la 2e division SS Panzer. Édouard Ouidard est né après la guerre en 1948. Une partie de sa famille est morte ici suite à l'explosion délibérée d'une grenade. C'est son oncle à l'époque qui a fait la découverte des corps. Comme il venait soigner le bétail, il s'est ramené dans la cave, mais tout était détruit. Et c'est avec un autre cousin qu'on appelait Dabac, Louis Montfort, qui, avec une lampe, ils les ont dû trouver. Mes grands-parents, un fils et le frère de ma grand-mère, ici. 4 victimes ici. La vie de ses parents arrachée par les Allemands, le père d'Édouard ne s'en remettra pas. Jamais il ne redescendra dans cette cave par peur de réveiller la douleur. Aujourd'hui, il reste des photos, trésor familial. Ceux qui ne m'ont pas connu ne se rendent pas compte. Et pourtant, c'est la guerre dans des autres pays. La Syrie, tout ça, c'est les mêmes tragédies aussi, sans doute. On ne tire pas suffisamment les leçons, peut-être aussi. Non, c'est vrai. C'est quand on n'a plus les parents qu'on voit que... C'est la bêtise humaine. Oui. Les guerres. On se plaint parce qu'on est taxé, par exemple. Mais c'est rien à côté, c'est rien. Certains parlent de tragédie, d'autres du massacre d'Odaigne. 75 ans plus tard, rien ne permet d'expliquer officiellement de tels actes de violence. Les conséquences, funestes, auraient pu être plus graves encore. Les Allemands ont rassemblé ici, dans la ferme, 92 personnes. Fait dans la grange. Il y avait une sentinelle qui était là pour les garder et à un moment donné, les gens ont bien vu qu'il y avait le feu au bâtiment. Est-ce que c'était un acte volontaire ou les bombardements, ils ne savent pas le dire. Mais voilà, c'est heureusement qu'il y avait un homme assez costaud qui se dit « moi je défonce la porte, quitte à me faire tuer, mais je préfère ne pas mourir dans le feu ». Donc les 92 personnes ont survécu à cet incendie et peu de temps après, le village était repris par les Américains. À la Libération, les civils sont évacués vers Barvaux, comme le montre cette photo. Une petite fille figure à l'avant du camion, Odile, âgée de 10 ans à l'époque. Cette photo, elle l'a revue 60 ans plus tard, après qu'Eddie Montfort, historien amateur, l'a dénichée dans les archives américaines à Washington. Mais tu te souvenais qu'on avait... Mais je me souvenais qu'on avait pris la photo à Barvaux. Oui, je me souvenais qu'on l'avait photographiée. Oh, oui. C'est pour ça qu'elle était revenue devant le camion. Il était revenu vraiment au devant, parce que je l'avais bien on prenait en photo. Là, c'était moi. Là, c'était maman. Plusieurs générations restent marquées par les événements de l'hiver 44-45. Les anciens ont quant à eux enfoui des souvenirs qui se ravivent régulièrement lors des fêtes de fin d'année. Certains ont fait le choix de les partager, d'autres préfèrent ne pas en parler. Ce qui nous faisait mal, c'est quand on était dans les caves et que les parents retournaient soigner les bêtes. Parce que tout le monde avait des bêtes à ce moment-là, c'était toute petite ferme. Et à ce moment-là, on était tracassés pour voir si rien. Ben oui. Et dire qu'il y a 75 ans et tout ça. Voilà encore des témoignages particulièrement marquants. Poursuivons notre route, si vous le voulez bien, sous quelques flocons. Nous sommes ici à Vielsalm en compagnie de Lucien Paquet, le président de la fraternelle des chasseurs ardennais, à qui on a rendu hommage aujourd'hui. Les chasseurs ardennais qui sont vraiment liés à l'histoire de Vielsalm. Oui, ils sont très liés à l'histoire de Vielsalm, puisque dès leur création en 1934, oui, un des 3 régiments nouvellement formés s'est installé, a été caserné ici à Rancheux, à Vielsalm, jusqu'au début de la guerre de 1940. Bon, le 28 mai, l'armée belge a capitulé, donc les chasseurs ardennais se sont retrouvés pour la plupart prisonniers en Allemagne, sauf un certain nombre qui ont rejoint les maquis dans la région ardennaise.
Oui, et c'est ainsi que pas mal de maquis de la région ardennaise, des Ardennes, portent le béret vert en souvenir des chasseurs ardennais. Et il ne reste actuellement plus qu'un bataillon de chasseurs ardennais à Marchand-Famenne, oui, qui garde bien sûr les traditions des anciens chasseurs ardennais d'avant-guerre. Bien, merci beaucoup pour ces explications. Alors, Lucien Paquet, le bataillon, ou plutôt le régiment des chasseurs ardennais qui était caserné à Rancheux, c'est à ce village en particulier que nous allons nous intéresser, puisqu'à Rancheux, il y avait une construction qui datait d'avant 1700, qui a été dynamitée durant l'offensive des Ardennes et qui a permis de libérer 15 000 soldats américains. C'était à la fin de décembre 1944. Le pont de Rancheux, qui reliait le village à Vielsalm, est entré dans l'histoire. C'est alors de la retraite des Américains qui avaient assuré la rue de défense de Saint-Vith, en réaction à la contre-attaque allemande, aussi appelée l'offensive von Rundstedt. Une quinzaine de milliers de soldats américains à qui on a dit « maintenant vous partez ». Certains d'ailleurs ne voulaient pas parce qu'aucun cours américain de l'armée américaine ne prévoit une retraite. Donc ils sont repartis et pour s'en aller en arrière, bien sûr, se reformer et ils sont tous passés sur le pont qui est derrière nous. Le passage sur ce pont s'est terminé à Noël, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1944. À ce moment-là, les Allemands étaient arrivés au bord de la rivière. Leurs tanks pilonnaient les maisons du village. Mais les Américains ont pu s'enfuir en dynamitant ce pont après leur passage. Il aura fallu 4 tentatives pour y arriver. Une destruction sous la responsabilité de la 82e Airborne Division et son lieutenant Georges Lame, aussi dit le héros de Rancheux. Il a fallu faire sauter le pont en bois, puisque tous les Américains étaient passés pour ne pas que les Allemands y passent. Ça n'a pas voulu sauter. Et finalement, la dernière charge, on l'a fait sauter en tirant un coup de bazooka dedans. Le pont alors a sauté, les Américains sont partis et les Allemands, ils ont mis tout un temps avant de pouvoir traverser la rivière. On voit le genre de rivière un peu encaissé ici. On ne passait pas comme ça, comme on voulait, surtout avec le temps qu'on avait à ce moment-là. Imaginons que le pont ait été détruit avant l'arrivée des Américains. Il y a là quelque chose comme 15 000 Américains qui étaient pris dans une poche. Ils auraient sans doute été faits prisonniers. Se seraient-ils battus jusqu'à la dernière cartouche? On l'ignore, ça n'est heureusement pas arrivé. Le pont a donc sauté en décembre 1944. Mais selon certains témoignages, il a rapidement été reconstruit, quelques semaines plus tard à peine. Il a été reconstruit vraisemblablement déjà par le génie américain lors de la reconquête en janvier. Je suppose qu'ils ont recréé un pont. À d'autres endroits, ils ont aménagé un gué, par exemple à Grand-Leu. Ils n'ont pas refait le pont tout de suite, ils ont aménagé un gué. Mais par exemple, à Salm-le-Château, on a des photos de janvier 1945, où le génie américain a refait un pont Belay directement. Le pont de Rancheux est aujourd'hui presque devenu inutile. La voirie a complètement été modifiée avec la rue des chasseurs ardennais qui domine le pont. Celui-ci ne dessert d'ailleurs plus que les habitations qui se trouvent à proximité. Qui ont d'ailleurs été détruites par les Allemands qui arrivaient, j'ai dit, les blindés qui se trouvaient sur la ligne, tiraient dans les habitations ici, elles étaient pratiquement toutes détruites. Le village de Rancheux n'est cependant pas celui qui a été le plus touché par la Seconde Guerre. Salm-Château, Bien et Autré auront subi bien des dégâts. Mais le pont aura sans doute permis la libération de la commune. Toujours à Vielsalm pour célébrer cette libération de la part des Alliés, libération des Ardennes. À Vielsalm, parmi les villages les plus touchés dans la commune, on compte notamment Autré et Bien. Nous avons rencontré un autre témoin, Jean-Pierre Nofergeld, encore un enfant à l'époque. C'est lui qui a prévenu ses parents que les Allemands allaient attaquer le village. Il nous raconte son histoire et ses événements. Jean-Pierre Offergelt avait 13 ans en 1944. À l'époque, les Américains ont une base à la caserne de Rancheux.
Chaque jour, ils partent au front vers l'Allemagne. Un matin, Jean-Pierre décide de suivre une colonne américaine dans la forêt. Comme j'étais curieux, j'ai suivi. Et je suis allé voir. Un jour, les Américains m'ont fait comprendre en tous les cas qu'il était prudent d'aller dans les caves la nuit. Quand je suis rentré à la maison, j'ai expliqué la chose à mes parents et à mon grand-père. Nous sommes allés dans la cave. Et à minuit, bombardement complet. Il est évident que nous avions tous peur. Et comme nous avions dans cette maison de très bonnes caves, tous les voisins sont venus se réfugier dans ces caves. Et nous étions tous anxieux de voir que les Américains reculaient et retournaient vers Rancheux. Le 21 décembre, c'est en allant chercher des provisions que Jean-Pierre est appelé par un Américain installé dans les tranchées. Celui-ci veut un morceau de pain et une boisson chaude. Je l'ai pris avec moi, c'était un très très grand. C'était un parachutiste de la 82e division Airborne. Et puis, quand il nous a quittés, il nous a tous embrassés, il a pris ma mère dans ses bras et il lui a dit « Je ne voudrais pas voir ma maman dans la position où vous êtes, car vous allez souffrir. » Le 23 décembre, les Allemands arrivent à Vielsalm. Leur but est de prendre la caserne de Rancheux. Celle-ci se situe à 800 mètres de la maison laitilleule de la famille. Nous étions dans les caves, nous avons entendu marcher à l'étage supérieur, dans la cuisine, dans le hall d'entrée, mais marcher avec des souliers cloutés, ce qui n'était pas l'uniforme des Américains. Ils avaient des bottines en caoutchouc, donc on ne les entendait pas. Ces hommes sont arrivés, ont crié dans la cave « Hello, no Tommy's here ». On s'est dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils ne parlent jamais de Tommy's, les Américains. Ils sont descendus et c'était des hommes habillés en soldats américains. Mais c'était des Allemands. Le 24 décembre, soir du réveillon de Noël, les Allemands prennent leur quartier dans la maison. Ils y célèbrent la prise de la caserne. Tous les Allemands étaient alignés, fêtaient, buvaient dans la cuisine et avaient aligné sur la table de la cuisine toutes les têtes des poules qu'ils avaient tuées dans le poulailler de mon grand-père. Et ils ont chassé ma mère en lui disant « Si vous ne restez pas tranquille là dans la cave, ce sont les têtes de tous que vous allez trouver alignées. » Et nous ne bougions plus. Des Allemands transportant un officier allemand qui était blessé. Ma mère a soigné cet homme qui était d'une grossièreté infinie et qu'on est venu rechercher quelques heures après. Il nous a souhaité bonne chance, mais sous le coussin sur lequel il était assis, il avait caché une grenade qui devait sauter normalement et nous tuer tous. Par chance, le père de la famille, Pierre-Émile Offergeld, s'en aperçoit et la fait sauter dans le jardin. Le 2 janvier 1945, les Allemands donnent l'ordre aux habitants d'évacuer. Toute personne restée à Vielsalm aurait été considérée comme franc-tireur et fusillée. La famille Offergeld a donc été chassée, père, mère, grand-père, enfants et bébés. Tous sont partis en direction de l'Est, avec interdiction de rejoindre le Sud, où se trouvaient les Américains. La neige était recouverte de terre par les obus, par l'éclatement des obus, des bombes américaines et allemandes. Et il y avait énormément de victimes des deux armées le long de la route des morts. Et je me souviens que c'était horrible à voir. Mais nous montions la route sans penser, nous montions comme si nous étions dans un espèce de chemin de croix. Tous les uns derrière les autres, des civils de Vielsalm. Toujours le 2 janvier, les civils arrivent à Langlire et trouvent refuge chez un fermier, Paul Lecrenier. Il aura fallu attendre le 25 janvier pour que la famille Offergeld puisse regagner sa maison. Un long périple qui laisse de lourds souvenirs.
Nous voici maintenant à Trois-Ponts où nous allons tout doucement laisser le convoi poursuivre son périple dans la province de Liège. Nous sommes d'ailleurs avec Luc, justement, qui va pouvoir nous en dire plus. Luc, je pense qu'il y a encore pas mal de route à faire. Oui, effectivement. Donc ici, nous sommes à Trois-Ponts. Nous devons encore aller à la Glaise puis pour une petite cérémonie, puis à Spa, où il y aura de nouveau une petite cérémonie. Nous passerons la nuit là-bas. Et demain, nous reprenons le périple vers Saint-Vite via Stavelot, Malmedy, Ligneuville, où nous ferons quelques cérémonies sur le passage. Et puis le dernier jour, nous irons jusqu'à Elsenborn, en espérant que la mécanique tienne le coup. Nous avons quelques petites pannes, mais bon, c'est prévisible en fonction des circonstances. J'allais le dire, on imagine que c'est très difficile de gérer un tel convoi à travers l'Ardenne. C'est fort vallonné, il y a des côtes, il y a des descentes, les véhicules n'ont pas tendance à freiner mais plutôt à ralentir. Donc nous devons gérer une vitesse de moyenne très faible de façon à pouvoir maintenir le convoi en bon état jusqu'au bout. Eh bien, merci Luc et bonne continuation pour la suite évidemment. Et nous, c'est ici que nous vous laissons ce magazine. On espère qu'il vous aura permis de comprendre l'histoire et surtout un merci particulier pour ces historiens amateurs et professionnels qui nous ont permis de préparer ce magazine, mais aussi à ces témoins qui nous ont permis d'en apprendre un petit peu plus et qui nous ont impressionnés par leur exemplarité, leur courage également. À bientôt sur TV Lux, on vous laisse avec ces quelques images.